Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Intensément, épisode 5, saison 1, le HPI est-il un animal sociable ? Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels ou surdoués, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Si vous n'êtes pas un habitué de la haut potentielosphère, je vous recommande d'écouter les épisodes précédents afin de nous rejoindre dans notre quête de savoir autour de notre fonctionnement cognitif et des enjeux de la représentation des HPI en ligne. Côté spécialiste, Intensément a beaucoup de chance. Après Stéphanie Aubertin qui a inauguré ce podcast en fanfare avec un entretien en 2 parties, c'est au tour de Nathalie Boisselier, psychologue spécialisée HPI, doctorante, chargée de cours à l'Université Côte d'Azur et chercheuse, d'accepter de partager avec nous son travail et ses connaissances débordantes. Et comme pour Stéphanie Aubertin, cet entretien prévu pour ne durer qu'1 heure sera lui aussi en 2 parties, car comment arrête-t-on de tels personnages ? Si Nathalie Boisselier reste discrète médiatiquement parlant, elle a cependant un blog, psynis.net, avec des articles de fond terriblement efficaces, et interviewée par le Journal des femmes santé, à la faveur de l'engouement qu'a engendré la série HPI sur TF1, elle a prouvé qu'un article grand public sur les HPI pouvait être sérieux et passionnant à la fois. Sa première étude vient de sortir et s'intitule « La sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel », un sujet qui, sur les réseaux sociaux, suscite grand intérêt mais aussi de nombreuses conceptions erronées. Et le monde des HPI en ligne, Nathalie connaît bien, elle intervient d'ailleurs régulièrement sur plusieurs groupes Facebook où elle distille son bon sens expert. Côté recherche encore, Nathalie Boisselier étudie actuellement l'hétérogénéité de profils de QI chez les adultes entre 18 et 60 ans et ingurgite autant d'études sur les HPI que de cornflakes dans un bol de cornflakes. Il n'en fallait donc pas plus pour que la première heure de cet entretien déborde largement du sujet de son étude, et c'est tant mieux, parce que, outre qu'on y découvre que Nice fut la capitale de l'intelligence et bien d'autres anecdotes croustillantes, on y apprend surtout comment la psychologie et la recherche sur les HPI s'élaborent, et ça, c'est génialissime. Alors, première partie de cet entretien, le HPI est-il un animal sociable ? Nathalie Boisselier, bienvenue sur Intensément. La première question incontournable, peux-tu te présenter ? Merci de m'accueillir. Alors, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'ai une activité donc en libéral dans la ville de Nice, qui est la ville de l'intelligence, pour en parler si tu veux, c'est très drôle. Non, mais l'histoire de l'intelligence et de la psychométrie a commencé ici, à Nice. Et je suis aussi doctorante en psychologie. Je travaille sur le sujet du haut potentiel intellectuel, entre autres choses, puisque j'étudie quelles conséquences pourrait avoir l'adversité, le stress dans l'enfance, les traumatismes, sur la manière dont va s'organiser chez les enfants le profil intellectuel, le profil de QI. Est-ce que c'est ça qui pourrait être une des sources d'hétérogénéité dont on parle beaucoup en ce moment ? Et puis j'ai une troisième activité, mais elle est liée aussi à l'activité doctorante, puisque j'enseigne à l'université à Nice. Et entre autres choses, j'apprends aux étudiants à passer un bilan de QI et à l'interpréter, c'est-à-dire que je leur apprends ce qu'est le test, quelle est la clinique du test et qu'est-ce qu'ils doivent faire de leurs résultats, comment ils doivent l'interpréter en réintégrant l'histoire de vie du patient, puisque nous on travaille sur des adultes, moi je travaille sur des adultes uniquement, le réincorporer avec l'histoire de vie et interpréter les interactions qu'il y a pu avoir. Je leur parle des adultes à haut potentiel intellectuel aussi. Et puis j'enseigne aussi les psychothérapies et la psychopathologie en lien souvent avec les traumatismes de l'enfance. Ok. Tu veux savoir alors pourquoi Nice ? Oui, j'aimerais quand même bien savoir pourquoi Nice est la ville de l'intelligence. En fait, dans les années 1870, quand on a rendu l'école obligatoire pour tous, l'État français s'est rendu compte d'un truc incroyable, c'est qu'il existait, alors, ce qu'à l'époque on appelait des idiots et des imbéciles,
Ah oui, non mais c'est le langage de l'époque. Maintenant, on parlerait de dyslexique ou de TDAH. Et oui, les termes ont évolué. Quand à l'époque on disait les idiots et les imbéciles, c'était pas péjoratif. On fait évoluer les termes au fur et à mesure qu'ils deviennent péjoratifs. Donc on se rend compte qu'on a plein d'enfants qui n'arrivent pas à attendre. Et on a demandé à un Niçois de trouver pourquoi. Et ce Niçois, il s'appelait Alfred Binet, qui a du coup inventé les premiers tests d'intelligence. D'accord. Et puis il y a une deuxième raison. C'est que on parle beaucoup, justement, au niveau de l'hétérogénéité, on parle beaucoup de cette hypothèse de la dysynchronie qu'il y aurait chez les enfants à haut potentiel intellectuel un développement qui ne se ferait pas de manière harmonieuse entre les domaines cognitifs, émotionnels, sociaux, etc. Et cette hypothèse de la dysynchronie de Jean-Charles Terrassier, Jean-Charles Terrassier, il est niçois. Aussi, incroyable ça. La dysynchronie, pour simplifier, c'est-à-dire que donc l'enfant aurait par exemple des capacités cognitives plus grandes pour son âge, mais par contre, il ne serait pas aussi développé sur d'autres domaines. Alors ça ne veut pas dire qu'il serait sous-développé. Non, mais pas aussi développé. Exactement. Parce qu'il faut pas l'entendre comme il serait moins bon sur des aspects sociaux ou sur des aspects émotionnels. Il faut l'entendre comme le développement se ferait pas de manière harmonieuse. Ceci étant, attention, on parle de la dysynchronie comme quelque chose qui est complètement établi. C'est une hypothèse, comme beaucoup de choses. C'est une hypothèse, d'accord. Je pensais que c'était établi, moi aussi. Enfin, je pensais pas que c'était établi, je pensais que c'était possible, pas chez tout le monde. Voilà, c'est possible. De toute façon, tous les résultats de la recherche, et c'est peut-être le plus difficile à faire passer dans le public, c'est que tous les résultats de la recherche sont valables pour tout le monde à la fois et pour personne en particulier, puisqu'on parle de moyenne. On parle de corrélation, on parle de moyenne. Donc c'est pas parce que on va trouver, par exemple, on trouverait en moyenne que les enfants HPI auraient un développement dysynchronique, dysharmonieux, que c'est valable pour tous les enfants HPI. Oui, par contre, ce qui se passe, c'est que justement, on prend certaines caractéristiques qui sont valables pour certains, mais on les généralise. Exactement, et on les plaque sur tout le monde. Par exemple, quand on dit, et c'est vrai, les enfants et les adultes à haut potentiel intellectuel ont une meilleure réussite académique. C'est vrai, c'est absolument vrai, mais on voudrait qu'il y ait une dichotomie, c'est-à-dire qu'il y aurait un camp d'un côté qui dit ils réussissent mieux que les autres et un autre camp qui dirait non, ils sont toujours en échec scolaire ou alors 20 ou 30% ou 50%, ça dépend, sont en échec scolaire. La vérité, elle est ailleurs, mon cher Mulder. Elle est au milieu, c'est-à-dire que l'intelligence prépare, l'intelligence cognitive, prépare à la réussite scolaire et académique, mais on peut être HPI et en échec scolaire. C'est juste ça que ça veut dire. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est très difficile d'admettre à la fois des choses qui s'appliqueraient à tout le monde, des choses qui s'appliqueraient à quelques-uns, admettre qu'il y ait des moyennes, admettre qu'il y ait des statistiques qui expliquent certaines choses, mais qu'il faut pas les prendre comme étant quelque chose qui s'applique à tous. Complètement d'accord. En fait, l'esprit humain, il semblerait, ait besoin de dichotomie. C'est d'ailleurs un biais cognitif, le raisonnement dichotomique. Ah, un autre biais cognitif, youpi. Un autre biais, il y en a des centaines, en fait. Mais ils sont adaptatifs, S'ils existent, c'est pas pour rien. Et encore une fois, ça devient un biais quand on n'arrive plus, encore une fois la dichotomie, à utiliser le raisonnement dichotomique de manière raisonnée et équilibrée. L'équilibre, la nuance, la zone grise, et tout est une zone grise dans la vie, c'est très difficile pour les gens. Pour moi, la première, je suis pas en train de faire ma moralisatrice, c'est difficile pour tout le monde. L'équilibre. Et finalement, si on devait résumer ce qu'est une psychothérapie, c'est de réapprendre aux gens ce qu'est l'équilibre. Pas tout blanc, pas tout noir. Il y a des nuances. Très bien. Sur les réseaux sociaux, on retrouve très souvent le problème, effectivement, des gens qui disent, par exemple, après la sortie de ton étude, je suis allé voir les commentaires, pas seulement sur les groupes critiques ou scientifiques, mais surtout les groupes zèbres, etc. Et tu as immanquablement ces personnes qui disent, ce ne sont que des chiffres, une étude n'est pas la réalité. C'est toujours la même chose qui revient. C'est... Exactement. Déjà, l'étude, encore une fois, c'est des moyennes. Donc, il y a des gens qui ont des difficultés sociales. Mais avec
avec toute cette mode où les gens, et je comprends, ils ont besoin d'une théorie autoréférentielle qui les explique dans leur souffrance morale, dans leur détresse, dans ce qu'ils ont vécu. Donc ils voudraient qu'il y ait un chiffre qui les explique, un mot qui les explique, mais c'est pas si simple. En fait, cette étude, elle ne dit rien d'autre que, en moyenne, les adultes à haut potentiel intellectuel sont plus sociables. Et ça fait sens. Il y a eu, là, il n'y a pas très longtemps, c'est une méta-analyse qui dit que on n'a jamais trop d'une bonne chose, sauf pour le sucre et les bonbons. Mais pour l'intelligence, en tout cas, c'est vrai. Il n'y a pas de raison que l'intelligence, elle prépare à autre chose qu'à l'adaptation sociale. Ça fait du sens. Ben, ça paraît évident. Il y a même Hutto, qui est un des pères de la psychologie différentielle en France, qui dans son manuel de psychologie différentielle, donc pour les étudiants, a dit à un moment, on arrête avec l'intelligence sociale, hein, je dois pouvoir retrouver le texte, ce n'est rien d'autre que l'intelligence adaptée à des objets sociaux. Voilà, donc ça fait sens. Il faut savoir que la sociabilisation, c'est un développement, c'est un processus qui se fait au contact de ces figures d'attachement et dans son milieu, avec le modèle et avec le lien d'attachement que l'on crée avec ses parents. Et puis ensuite, évidemment, c'est influencé par l'école, par les camarades, par le milieu, le stress dans lequel on vit ou on ne vit pas. Et du coup, c'est très difficile aux gens, parce que du coup, il faut rajouter de la nuance grise. Encore une fois, c'est de dire, en fait, ce qui pourrait m'expliquer, c'est juste mon histoire particulière de vie, mon histoire singulière. Les gens qui souvent vont dire « Oui, mais moi je suis HPI et je suis seule et j'ai pas d'amis et j'ai du mal à m'intégrer dans les groupes, etc. » Il y a un petit bout qui peut venir de leur HPI, c'est-à-dire que s'ils sont dans des milieux où ils trouvent pas la nourriture intellectuelle, ils trouvent pas des gens qui leur ressemblent, qui sont semblables à eux. En plus, va s'y rajouter le fait d'avoir eu une famille différente et de se sentir différent. Et le schéma d'isolement social qui pousse les gens des fois à vouloir s'expliquer par des théories séduisantes, en réalité, ce schéma d'isolement social, il est aussi et grandement influencé par leur histoire de vie. Ben oui, mais c'est ça, effectivement, c'est un truc qu'il faudrait répéter, qu'on essaye de dire sur certains groupes et sur le podcast, et d'autres personnes essaient de le dire, surtout vous, les psychologues, mais... Un jour, ça rentrera, parce que je pense que le comprendre pour quelqu'un, c'est aussi s'ouvrir à la guérison. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire arrêtez avec le concept d'hypersensibilité ou de HPE, surtout quand il est mal intégré et compris, parce que en fait, ça les coupe d'une possibilité d'aller rechercher de l'aide dans les bouquins ou avec un psychologue. Hein. Je suis pas en train de dire que je veux envoyer tout le monde en psychothérapie. De l'aide, on peut en trouver de différentes manières. Alors, le HPE, c'est-à-dire le haut potentiel émotionnel, notion très controversée qui n'existe que dans le monde francophone et qui suscite énormément de débats enflammés sur les réseaux. Le HPE, l'hypersensibilité, etc. Ce sont des concepts qui ne permettent pas, on les retrouve pas dans les indications de la psychothérapie. On n'applique pas une psychothérapie n'importe comment. J'applique pas une TCC pour la phobie à quelqu'un, je sais pas moi, qui arrive en présentant un épisode dépressif. Je vais appliquer une thérapie comportementale et cognitive avec des modules qui correspondent à la dépression. Ben, c'est la même chose. Une psychothérapie, si on veut faire de la psychologie raisonnée et scientifique, elle s'applique avec des indications. Je n'ai pas ces indications dans les psychothérapies courantes. Par contre, si je vais chercher l'histoire de vie, qui a eu du stress, de l'adversité dans l'enfance, et que ça a dérégulé émotionnellement la personne qui est en face de moi et qui est en souffrance, et qui a besoin d'aide, et qui a besoin de toute mon attention et de tous mes soins, ben, j'ai une indication thérapie des schémas. Ça serait vraiment intéressant d'avoir au moins une petite présentation de cette thérapie qui n'est pas forcément connue par tout le monde et surtout par moi. Alors en fait, la thérapie des schémas est une thérapie comportementale et cognitive de la 3e vague, c'est-à-dire que cette 3e vague a intégré les émotions de manière pleine et entière dans les processus thérapeutiques.
Cette thérapie des schémas, il faut savoir que Jeffrey Young, qui l'a inventée dans les années 85 à peu près, est on va dire, un surdoué qui travaillait avec Aaron Beck, qui est un des inventeurs des thérapies comportementales et cognitives dans sa clinique en Pennsylvanie. Et un jour, il décide, Jeffrey Young, d'aller s'installer à New York, dans le quartier de Manhattan, rien que ça, pour ouvrir sa propre pratique. Et là, il s'est rendu compte de quelque chose de terrible, c'est que les TCC ne marchaient pas. Avec sa patientèle, lui qui faisait des TCC avec Beck depuis des années, là, à New York, à Manhattan, ça marche pas. C'est à cause de Woody Allen, ça. Ça doit être ça. Et De Niro aussi, j'imagine. et du coup, en fait, en réfléchissant un moment, c'était un chercheur, hein, un docteur en psychologie, il se rend compte que c'est parce que dans la clinique en Pennsylvanie de Beck, où il y avait de la recherche aussi qui se faisait, ne venait qu'un seul type de patient avec un seul type de dépression, qui étaient des dépressions réactionnelles, sans histoire de vie, particulièrement complexe. Alors que, en ville, on a ce qu'on appelle, dans cette clinique de seconde ligne, on a de la patientèle tout venant. Et en fait, il y avait dans sa patientèle des gens qui avaient des histoires de vie traumatiques, adverses, etc., qui avaient modifié la construction de leur personnalité. Il y avait chez eux des schémas de personnalité qui s'étaient construits précocement, qui continuaient à être réactualisés dans la vie de tous les jours, mais qui étaient devenus inadaptés. Et il a donc créé cette thérapie des schémas pour essayer de travailler sur le présent, mais en guérissant le passé. Et cette thérapie des schémas, qui est éminemment intégrative, puisqu'elle intègre même des concepts de la psychanalyse, hein, notamment la notion de transfert, qui s'appelle alliance thérapeutique dans les thérapies comportementales et cognitives. Elle intègre le MDR, qui est donc une autre technique de résolution des traumas. Elle intègre la mindfulness et évidemment toutes les techniques de remédiation cognitive, de restructuration cognitive et d'activation comportementale que l'on peut trouver dans les thérapies comportementales et classiques. D'accord, qui eux n'ont rien à voir avec la psychanalyse. Qui n'ont rien à voir avec la psychanalyse. Alors, je suis pas du tout spécialiste en psychanalyse. J'ai juste un petit. Ces dernières années, il y a tellement de polémiques et moi. Voilà, justement, on va pas y rentrer. Ça sert à rien. Il faut un peu d'apaisement. Ça. Voilà. Et ce dont tu as parlé là, est-ce que ça aurait un rapport avec ces histoires de trauma complexes ? Mais oui. Parce que le trauma complexe, il n'est pas purement répertorié dans le DSM-5, hein, qui est le manuel des troubles mentaux auxquels font référence la plupart, pas tous, mais la plupart des psychiatres et des psychologues. Mais il est assez bien documenté dans la littérature, mais qui renvoie effectivement à des traumatismes du lien d'attachement, notamment. Dans certains cas, le traumatisme complexe, par contre, peut répondre au traumatisme tel qu'il est décrit dans le DSM-5, c'est-à-dire quand le critère qu'on appelle le critère A est rempli, c'est-à-dire que l'enfant a senti de manière unique ou de manière répétée que sa vie était en danger. Du coup, se développe un trouble du stress post-traumatique chronicisé à l'âge adulte qui affecte la régulation des émotions. Et c'est là qu'on a quelque chose de difficile à démêler, notamment dans le concept d'hypersensibilité, qui fait sens, puisque ce concept, il a été au départ conçu. Alors, je connais pas la littérature de Aaron, hein, qui apparemment a fait le questionnaire, etc. Je m'y suis penchée, mais de manière superficielle. Mais en tout cas, ce concept, il fait sens, notamment pour les personnes autistes, qui ont une hyper-réactivité aux stimuli sensoriels, visuels, auditifs, gustatifs, etc., etc., et qui, du coup, en conséquence, ont une hyper-réactivité émotionnelle qu'on appelle les meltdowns ou les shutdowns. Les meltdowns, c'est ils explosent émotionnellement, c'est-à-dire qu'il y a colère, anxiété, etc., ou shutdown, c'est-à-dire qu'ils se replient sur eux-mêmes. Pour la population tout venant, c'est compliqué puisque l'hypersensibilité, il faudrait réussir à l'évaluer presque par interview avec les parents.
des bébés qui seraient nés, et ça on sait qu'il y en a, sans colite, sans rien, mais donc sans troubles somatiques, qui sont difficilement consolables, qui ont du mal à être laissés seuls, etc., etc. Mais comment on fait ça? Qui réagissent. Mais justement, c'est ça la complication. Parce que soit on le mesure comme un trait tempéramental, c'est-à-dire, voilà, l'enfant il est né comme ça, les hasards de la génétique. Il me semble que c'est ce que propose Hélène Aron d'ailleurs. Voilà. Soit, en fait, dès qu'il a 4-5 ans, à moins qu'on l'ait élevé dans la ouate et dans le coton, tout trouble affectant la régulation des émotions, c'est-à-dire absolument tous les troubles, fait que on sait plus ce qu'on va mesurer. Ça doit être vachement compliqué pour toi. C'est pour ça que, de temps en temps, il faut que la raison l'emporte et laisser d'abord la recherche faire son travail et en attendant, se référer à des concepts qui sont plus solides et surtout avec lesquels on peut aider les gens. Parce qu'à quoi ça sert un concept? D'une certaine manière, on s'en fout. Bien sûr que la psychologie se donne pour objet d'expliquer les personnes dans leur fonctionnement interne et dans la manière dont elles fonctionnent avec les autres. Évidemment, on s'en fout, il est un petit peu provocateur. Mais la psychologie appliquée, c'est la psychologie clinique finalement. Ou la psychologie clinique, mais avec des groupes. Allez, ok. Mais en fait, la manière dont on applique tout ça, c'est aider les gens. Donc, du coup, dans cet aller-retour permanent qui doit avoir lieu entre la recherche et la clinique, il faut qu'il y ait une raison. Il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de renvoyer les gens, d'être ces passeurs. Nous sommes les cliniciens des passeurs qui réussissent à les renvoyer dans une vie qui a du sens, ou en dehors des chaos de la vie, parce que la souffrance fait partie de la vie, il y a des chaos de la vie, on ne peut pas les empêcher. Mais au-delà de ça, qu'ils soient heureux, en fait. Ça sert à ça. Ce que je constate, c'est qu'il y a, et c'est vraiment extraordinaire à voir, c'est tous ces gens qui rejettent la recherche, puisque là tu fais le rapport entre la recherche et la clinique. Tu parles du va-et-vient, tu parles tous ceux qui rejettent la recherche. Ou le populisme scientifique. Ou le populisme scientifique, oui. Je vais pas généraliser tout ça, mais bon, ce que je constate, c'est que c'est souvent les mêmes qui rejettent aussi l'évaluation neuropsychologique et surtout le test de QI en disant ce n'est qu'un chiffre. Ils rejettent la recherche de la même manière en disant ce ne sont que des chiffres. Et à ce moment-là, ce qui revient souvent, c'est je veux pas rentrer dans une case. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que de suite après avoir dit je veux pas rentrer dans une case en me mettant avec un chiffre en étant HPI, de suite ils se jettent dans la case hypersensible, ou HPE ou ZEB. Oui. Encore une fois, je les comprends parce que ça veut dire qu'il y a de la souffrance derrière ça. Mais en tout cas, je me refuse à la stigmatisation. Je stigmatisais pas, je remarquais. Ouais, non, mais je sais. Mais en fait, il faut aller chercher du côté des psychologues sociaux les réponses à ça. C'est que nous avons tous besoin d'être à la fois différents et pareils. C'est un besoin intrinsèque humain. Il y a eu une petite étude, je crois que c'était pas une grosse étude, qui était extraordinaire et qui a demandé aux gens, qui étaient des étudiants en psychologie, évidemment, échantillons de complaisance, beaucoup, on leur fait remplir un questionnaire d'une certaine manière de conformité. Est-ce qu'ils se sentent conformistes ou anticonformistes? Et évidemment, tout le monde a dit qu'ils étaient anticonformistes. Évidemment. Et à la fin, on leur propose de choisir comme récompense. Alors, les pauvres, elle n'était pas vraie cette récompense, ils l'ont jamais eu, faut le savoir. C'était malhonnête ces chercheurs. Et on leur proposait de choisir sur catalogue un iPod. À l'époque, c'était un iPod. Et il y avait plein de couleurs à l'iPod. Il y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait etc. Il y avait du gris. Et en fait, ils ont tous choisi un iPod gris. C'est excellent ce genre d'étude. Exactement. Mais c'était très drôle, c'est-à-dire qu'on a besoin à la fois d'être pareil et différent. Après, je comprends qu'ils aient envie de rejeter l'idée de l'évaluation. Beaucoup d'auteurs, je pense à Furnham, ont écrit de très très belles choses dans les introductions ou dans les discussions de leurs propres études, puisqu'il y a tout un champ de la recherche qui s'intéresse au ce qu'on appelle le SAI, le Self Assessment of Intelligence. C'est-à-dire que, par exemple, il y a cette étude dont je parle dans un de mes articles de blog, où on a demandé aux gens, on leur explique ce qu'est l'intelligence, on leur montre sur une courbe d'évaluation du QI, etc., etc., et on leur demande, d'après vous, quel est votre QI? Et donc, ils donnent un chiffre.
Puis derrière, on leur passe justement une épreuve d'intelligence et on leur redemande ensuite quel est leur chiffre de QI. Alors là déjà, la plupart d'entre eux font une évaluation qui est un petit peu plus raisonnée. Une fois que tu es passé au travers des matrices de Raven, normalement tu es un peu calmé. Et quand on leur redemande à distance, 15 jours plus tard, on leur demande de revenir au labo ou on leur fait un petit questionnaire, je sais plus, par mail pour savoir, voilà. Alors, d'après vous, vous avez donné 2 chiffres. C'est quoi votre QI ? Et les gens, ils reviennent à l'estimation de départ, celle où ils vous avez oublié. Exactement. Ils oublient commodément. Encore une fois, tout ça peut paraître élitiste. Oui, et la conclusion, c'est qu'en général, plus on est intelligent, plus on donne une bonne estimation de son intelligence et moins on se sent intelligent. C'est-à-dire qu'à la limite, on la sous-évalue. C'est adaptatif. En termes d'évolution, si les gens ne se dupaient pas un peu eux-mêmes, la plupart du temps, ils relèveraient aucun défi. Parce que si je savais que mon propre niveau d'intelligence, même à 135 d'ailleurs, j'irais peut-être pas m'inscrire en maths sup ou en maths spé. Il faut que je me mente un peu quand même pour y aller. Et c'est tant mieux. Tout ça, ça nous ramène au fait que l'évaluation de l'intelligence, elle est utile dans une démarche justement non pas élitiste, mais équitable. C'est pas élitiste de mesurer le QI des gens. C'est l'interprétation qu'on en fait qui peut être élitiste. Parce que si justement j'évalue les différences individuelles, dans l'esprit de me dire, tiens, ce gamin-là, ok, il a un QI de 100 ou 105 ou 110, mais j'ai une méthode pédagogique qui peut quand même me permettre de l'amener assez loin en mathématiques. Je vais appliquer cette méthode à lui. Je vais m'adapter à son rythme d'apprentissage et je vais réussir à en faire quelque chose. Et en réalité, dès le moment où on est équitable plutôt qu'égalitaire, on a des gens qui sont heureux et qui sont bien intégrés socialement. On a des environnements qui sont acceptants. Et ce qui est valable pour un HPI, c'est valable pour un enfant. Et c'est pour ça que du coup, moi j'ai voulu étudier finalement, est-ce que les HPI sont sociables, c'est-à-dire en termes de personnalité ou pas? Et du coup, s'il y en a qui me disent en thérapie, ou à l'époque je le lisais au moment où j'ai fait l'étude, j'étais pas psychologue encore, mais je le lisais, comme toi, sur les réseaux sociaux, dans des livres, etc., qu'ils n'étaient pas bien adaptés socialement, alors d'où ça vient ? Voilà pourquoi, au départ, j'ai fait cette étude. Ce genre d'étude n'avait jamais été fait sur les adultes d'ailleurs, c'est les adultes qui t'intéressent. La sociabilité a été très peu de fois, je cite quelques études, mais elle a jamais vraiment fait l'objet d'une étude au sens de plusieurs études qui permettraient justement, avec la réplication, si je mesure plusieurs fois un concept avec des échantillons différents faits par des questionnaires, pourquoi pas différents, par des chercheurs différents, si j'arrive toujours au même résultat, alors ce résultat est solide. Et en tout cas, chez les adultes, ça n'avait jamais été fait. Alors, de nos jours, on parle de plus en plus de méta-analyse. Toi, tu as fait une étude. Une méta-analyse, justement, elle permet de prendre tous les échantillons de différents chercheurs qui ont recruté leur population sur un même critère, par exemple, en tout cas pour les gifted. On dirait que être à haut potentiel intellectuel, c'est comme ça qu'on l'accepte, c'est sous ce sens-là que c'est accepté en Europe. Pour nous, en Europe, être à haut potentiel intellectuel, c'est avoir un haut QI. Et si j'ai plein d'études qui ont étudié des populations comme ça, avec différents questionnaires ou le même questionnaire, si je regroupe tous ces échantillons et que je refais des statistiques, c'est-à-dire que je fais une étude d'études, alors là, j'ai une méta-analyse. Mais pour que je puisse faire une méta-analyse, il faut, en tout cas pour le haut potentiel, que tout le monde ait la même acceptation du terme pour le recrutement de ces populations, et que on ait tous mesuré le même concept par le même questionnaire ou par des questionnaires différents, mais dont on sait que ces questionnaires sont hautement corrélés entre eux et donc qui mesurent le même construit qui serait la sociabilité. D'accord, tu as fait une étude, mais tu as quand même lu toutes les autres études qui correspondent. Mais il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout, même si personne, en 2007, a écrit. Personne étant quelqu'un, on est d'accord. Oui,
Oui. Alors, tout va dans la même direction que moi. Tous les résultats qui ont mesuré l'ajustement social, qui ont même fait des interviews, c'est-à-dire des études qualitatives, je pense aux études de personnes en 2007, 2009 et 2010, etc. Toutes ces études disent que il y a une prédisposition sociale, finalement, chez les adultes HPI. En fait, il n'y a pas de raison que l'intelligence ne prépare pas à l'ajustement social. Quelle différence notable entre un sujet orienté enfant HPI versus adulte HPI? Alors ça, je veux bien qu'on en parle. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à un domaine de recherche et il y a une étude Delphi qui vient de sortir, qui est extraordinaire en 2020, qui a été fait par Brown et qui a interrogé 78 chercheurs et professionnels qui interviennent dans le domaine du haut potentiel intellectuel, issus de 14 pays et qui leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'état de la recherche aujourd'hui. Et on se rend compte qu'on a une recherche sur les adultes qui est en réalité non organisée, dispersée. On a même des silos de données dans des domaines particuliers, une inflation des termes et donc un surinvestissement des budgets de la recherche pour étudier l'enfant et très peu d'études sur les adultes. Sauf que quand on y regarde bien, l'intelligence cognitive, celle qu'on mesure par le quotient intellectuel, qui a des liens forts avec d'autres théories de l'intelligence, qui nous disent que l'intelligence, un de ses sièges principaux, c'est le cortex pariéto-frontal, c'est-à-dire derrière les yeux et globalement au-dessus du crâne, là où on prend les coups de soleil. Or, on sait que les humains naissent avec 25% de leur capacité cérébrale finale et que ce qui se développe jusqu'à 20 ans pour les femmes et 25 ans pour les garçons, c'est le cortex préfrontal principalement. Et donc, on fait que des études d'enfants qui n'ont pas terminé leur développement et qui sont, comme je le disais aussi tout à l'heure, aux prises avec des environnements où ils n'ont pas le choix. Un enfant plus ou moins malheureux, parce qu'il y a des degrés dans l'adversité, il n'a pas le choix, il peut pas partir de chez lui. Donc, il y a ces interactions avec son environnement permanentes, il y a son développement cérébral qui est en train de se faire et on ne fait que des études d'enfants. Alors attention, on a des liens très très forts dans les quelques études sur les adultes qui existent, une cohérence entre les études des enfants et les études des adultes. Peu importe les concepts qu'on va essayer d'utiliser, on a quand même une forte cohérence. Ah d'accord, je pensais que tu parlais de la cohérence entre le QI d'un enfant et le QI de l'adulte. Il y a des fortes corrélations puisque on trouve, alors il faut savoir que les corrélations, ça va de -1 à 0, corrélation négative, et de 0 à +1, corrélation positive. Corrélation positive, quand une variable augmente, l'autre aussi. Plus je grandis, plus mes pieds grandissent, par exemple. Là, on a une corrélation positive forte. Il y a des fortes corrélations entre le QI de l'enfant et le QI de l'adulte. En tout cas, après 15-16 ans. Les gens de 18 ans, mais c'est pas très vrai ça, c'est quand même 15-16 ans. Évidemment, plus on augmente en âge, plus la corrélation est forte. Il y a plus de chances à 12 ans d'avoir le même QI quand on en aura 40 qu'à 8 ans, par exemple. Mais malgré tout, on a une bonne stabilité du facteur intelligence générale. Voilà. D'accord. Et aussi, donc, une bonne cohérence aussi dans les résultats sur les différents concepts étudiés. Mais malgré tout, il y a des vraies questions qui se posent, notamment sur le développement. Et il est temps, c'était en tout cas une des conclusions de cette étude de Delphi, que le domaine s'organise et qu'on a une véritable étude des adultes. Alors je vais te faire une avant-première qui est très présomptueuse de ma part, puisque quand on a fini d'écrire un article, on ne sait jamais si cet article va être publié ou pas. Il faut rentrer dans le processus de validation par ses pairs. Et donc, on en est encore un petit peu loin, mais je viens de passer, entre autres choses, une année à faire une revue de littérature sur tout ce qui existe, tout ce que l'on sait sur les adultes à haut potentiel intellectuel, au sens
auquel on l'entend en Europe. Être à haut potentiel intellectuel, c'est avoir un QI supérieur et le consensus dit aujourd'hui 130. Mais j'ai fait cette revue de littérature, je suis en train de finir de l'écrire et puis il y a les allers-retours avec ma co-auteure, donc il y a tous ces allers-retours qui sont loin d'être terminés avant même de soumettre. Mais moi j'ai trouvé que 83 études. Et puis encore une fois, c'est très cohérent avec soit les études sur les enfants et les ados, soit les études qui utilisent le QI comme une variable dépendante, c'est-à-dire sur le continuum de QI, qui recherchent des relations linéaires entre le QI et quelque chose. J'ai que 83 études. C'est beaucoup et pas beaucoup. D'accord, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est pas beaucoup par rapport... Si on regarde l'intérêt dans le grand public, chez les chercheurs, etc., il est peut-être temps qu'ils se mettent d'accord sur un ou deux critères de base, en fait. Pourquoi, à ton avis, il y a eu cette focalisation sur les enfants jusqu'à présent? Parce que c'est vrai que moi, lorsque j'ai appris que j'étais HPI, une des premières choses que j'ai fait, c'est de consulter Wikipédia. Étant le Wikipédia en anglais que français, qui est beaucoup plus complet d'ailleurs, les deux parlent essentiellement de l'enfant. C'est historique en fait, tu vois que tout est logique. Je t'ai parlé d'Alfred Binet au départ. C'est que au départ, Alfred Binet, son premier test d'intelligence, c'est un quotient, un vrai quotient. On divisait l'âge cognitif, on va dire. Je suis désolée, j'ai perdu le terme. Mais on divisait. C'était l'âge mental, c'est ça? L'âge mental, voilà, par l'âge réel de l'enfant, et on avait un quotient de développement. Et tout ça, en fait, servait à, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. Tu as été identifié aussi sur le tard, c'est ce que j'ai compris. J'avais 42 ans. Moi, j'avais 52 ans, donc c'était cette année. Ouais. et je sais qu'il y en a beaucoup, mais donc je me disais sur le coup, mais comment ça se fait qu'il n'y avait pas tout? On est passé du pas assez au trop, quoi. On est bien placé pour savoir que à l'époque, on parlait juste de surdoué de temps en temps, on parlait pas trop de l'évaluation, etc., etc. C'est d'ailleurs Terrassier, Jean-Charles Terrassier, notre second niçois, qui a beaucoup fait pour sortir le concept de surdon de la confidentialité. Pour les adultes, on étudiait juste de temps en temps le génie, les prodiges, les choses comme ça. Ça se faisait pas trop. Et maintenant, on est passé à l'autre inverse, où un enfant qui sait 3 lettres de l'alphabet à 2 ans, on a envie... je comprends pour les parents, encore une fois. C'est juste que nous, en tant que cliniciens, on sait que c'est pas bon. On peut pas inscrire, ça peut faire du mal à la fin, ça. Parce qu'on va placer des attentes sur les enfants qui sont un petit peu irréalistes. Et dès le départ, à 2 ans et demi, ils sont donc quoi? Soit des petits génies et ils devront se comporter en petits génies, ou alors ils seront décevants dès qu'ils ont 2 ans. Tant qu'un enfant n'a pas de problème, en fait, on le laisse vivre. On évalue quand un enfant a des problèmes. Ou quand il y a des enjeux, pour le coup. On pense à un saut de classe, on pense... voilà. Et là, on évalue. Mais en tout cas, on est passé effectivement du pas assez au trop. Mais toi, tu serais pas donc pour une généralisation de l'évaluation, mais pas pour aller voir les parents en disant il a 130, il a 120, il a 110, il a 90, pas pour faire une course aux chiffres, qui seraient les meilleurs, mais justement pour une meilleure connaissance des capacités et fonctionnement de chaque enfant. C'est compliqué. En Israël, par exemple, on évalue systématiquement les enfants parce que il y a un certain nombre de programmes qui sont prévus pour justement, ça permet d'offrir plus de soutien scolaire à des enfants qui sont en difficulté. Ça permet aussi, pour le coup, à ceux qui sont HPI, d'aller soit quelques heures. Il y a différentes manières de faire de l'accélération scolaire, mais de les inscrire par exemple, alors soit quelques heures en mathématiques, parce qu'ils sont plus forts en mathématiques, ils vont aller rejoindre une classe qui a un niveau supérieur, etc. Donc ça, c'est la bonne raison qu'il y aurait d'évaluer le QI. C'est ce que je disais tout à l'heure. À quoi sert d'évaluer le QI? Si c'est dans une démarche équitable, alors c'est chouette. Si c'est dans une optique de « waouh, mon gosse, il est... » Alors non, bien entendu que non. Voilà. Donc, est-ce que je suis pour une évaluation systématique?
Oui, mais alors il faut qu'il y ait pour ça un consensus, un vrai travail qui est fait avec des chercheurs dans le domaine des sciences de l'éducation, avec des chercheurs dans le domaine de la psychologie cognitive, etc. C'est-à-dire que ça dépasse ma compétence. Parce que je me souviens que Stéphanie Aubertin, sur ce podcast, dans les premiers épisodes, disait que de toute manière, l'école, avec son système de notes, de mentions, classements, enfin, etc., évaluer l'enfant tout au long de sa scolarité. Moi, perso, j'aurais préféré qu'on me fasse passer des bilans neuropsychologiques régulièrement à l'école plutôt que le stress permanent des notes et tout ça, là. Supprimer les notes à l'école. Bon, on va renvoyer finalement d'une certaine manière à une théorie sociale, celle de Léon Festinger en 1954, qui a inauguré tout un domaine de recherche et qui nous dit que la comparaison sociale, se comparer aux autres, finalement, est dans la nature humaine. Après, comment on se compare, qu'est-ce qu'on fait de cette comparaison ? C'est l'objet de tout ce domaine de recherche qui est encore aujourd'hui prolifique. Mais finalement, évaluer, noter, etc., au départ, en tout cas, ça correspond à ça. Comment je me situe par rapport aux autres ? Et c'est toujours la même chose, tout comme dans la comparaison sociale. Si je me compare aux autres, c'est pour me tirer vers le haut ou pour nourrir de l'agressivité, de l'aigreur, etc. Et voilà, moi je sais que je n'aime me comparer aux autres que dans un esprit où je me dis... Waouh, quelle personne, mais comment il a fait pour faire une étude pareille, pour être cette personne-là? Comment moi je peux faire pour m'améliorer, pour être comme ça? Et si je peux pas, tant pis, ça veut dire qu'il y a des gens dans ce monde qui justement ont cette capacité de faire avancer le monde mieux que moi, et c'est génial. Alors on va revenir donc à ce que tu disais tout à l'heure, il y a peut-être 10 minutes. Tu étais parti donc sur cette définition du HPI en Europe par rapport justement à ton étude. Et effectivement, donc tu disais qu'il n'y avait pas forcément de consensus et qu'en Europe on était sur cette définition du HPI sur le QI. C'est ce qui est à peu près le mieux accepté. J'ai constaté là en travaillant sur l'entretien et puis en parlant avec toi donc que tu faisais beaucoup référence à des concepts et à des théories et à des notions qui n'étaient pas européennes finalement. Au niveau des études qui ne viendraient pas d'Europe, y a-t-il une autre manière de constituer les échantillons ? Ça renvoie encore une fois à l'histoire de l'étude de l'intelligence. C'est que à partir du moment où donc Alfred Binet invente le premier test d'intelligence, qui est donc un quotient de développement qui s'adresse aux enfants, Lewis Terman aux États-Unis et qui est chercheur à Stanford à ce moment-là traduit ce test, le revalide, ça devient le Stanford Binet, qu'on peut toujours passer aujourd'hui, et du coup se dit, moi je vais prendre ceux qui ont un quotient intellectuel qui représente le 1% d'enfants exceptionnels. Et je veux juste voir, dans ce 1%, comment ils vont évoluer. Et il les appelle les gifted, en fait. Alors, je sais pas si c'est lui qui a inventé le mot gifted, j'en sais rien. Doué, donc, on est d'accord. On pourrait presque dire doté. Ouais, ils ont reçu un don, un cadeau. Voilà. Alors, c'est un peu génétique, ça, de ce côté-là, on a beaucoup avancé de ce côté-là sur les aspects génétiques et environnementaux de l'intelligence, mais bref, en tout cas, Terman, il se dit, je vais réunir un échantillon de gosses qui ont 12 ans, et je vais les étudier tout au long de leur vie, pour voir ce que ça fait, l'intelligence, et qu'est-ce que ça fait d'être dans ce 1%. Alors, on peut vraiment discuter comment il a réuni cet échantillon qui était que blanc, que californien, que tout ce qu'on voudra. Mais on est en 1910. Mais en tout cas, méthodologiquement parlant, c'est irréprochable. Au niveau de la démarche, en tout cas scientifique, elle est curieuse. Je vais voir ce que ça fait. Et son étude, qui est la plus longue d'ailleurs, parce qu'on étudie toujours des termites aujourd'hui, faut le savoir. C'est le terme donné aux gens qui faisaient partie de cette étude. Les termites, ouais. Je sais pas si j'ai joli en fait, mais en tout cas, bref. Non, c'est pas très joli. Donc, lui a une définition, peut-être même à l'époque élitiste dans son esprit. Il y a encore un papier en 2018 qui discute de tout ça et qui est très intéressant. Mais pour lui, au potentiel intellectuel, finalement surdoué, gifted, c'est 135. Voilà. Et c'est ce qu'il fait.
Mais à partir de là, de la recherche va s'empiler. On va petit à petit confondre des sous-populations finalement de surdoués, mais qu'on va toujours appeler surdoués, et qui vont être des gens qui ont du talent, les talented, des gens qui réussissent très très bien à l'école, la plupart du temps, études d'enfants, donc les high achievers. On va chez les adultes étudier les gens qui sont devenus célèbres, et donc on va étudier ce qu'on appelle l'éminence. Et tout ce petit monde dans la recherche va continuer à s'appeler gifted. Et il faut pas croire que les chercheurs sont OK complètement avec ça. La fameuse étude Delphi dont je t'ai parlé tout à l'heure parle d'une inflation des termes. Et en fait, qui aurait tout intérêt finalement à étudier les gifted au sens du haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire avec un haut QI, les high IQ, étudier les talented, étudier etc., et voir quand ces populations justement se chevauchent. Donc on est allé un petit peu vite en besogne, on continue à utiliser ce terme de gifted, voilà. Mais qu'est-ce qu'on remarque malgré tout? C'est que la seule notion dans tous les modèles qui ont été proposés de la transformation du don en talent, dans toutes les définitions conceptuelles, c'est-à-dire comment on conceptualise une personne à haut potentiel, enfin gifted du coup, etc., ont quand même un point en commun qui est la mesure de l'intelligence. Et cette condition, selon les domaines, elle est rarement suffisante en tout cas, mais elle est toujours nécessaire. Et en 2011, il y a une équipe de chercheurs qui a écrit un long article, une monographie, et c'est Subotnik et ses collègues en 2011 qui ont proposé une nouvelle définition conceptuelle du haut potentiel, du giftedness, du surdon, et qui dit que le surdon se manifeste dans l'enfance par un haut potentiel intellectuel, et donc dans l'enfance, la mesure pertinente qui est nécessaire et suffisante, c'est le QI, ce qui est logique. Les enfants, ils ont un potentiel, ils l'ont pas encore. On cherche justement à leur faire développer un talent ou des talents, mais on leur fait crédit que ça puisse se manifester à 15 ou 16 ans. Et donc, dans l'enfance, la mesure pertinente, c'est l'intelligence. Et chez les adultes, le QI devient une condition nécessaire, c'est-à-dire qu'elle est toujours nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que pour être dit surdoué, il faut avoir des réalisations extraordinaires. Extraordinaires, ils emploient des mots que, honnêtement, je trouve même, moi, surévalués. Parce qu'il faudrait le définir, ça, extraordinaire aussi. Non, mais carrément, qui marque, ils le définissent, qui marque le domaine dans lequel, et ça doit être un domaine pertinent, comme je t'avais dit quand on avait préparé cette interview. C'est-à-dire, donc, donne des exemples de domaines pertinents. Être le plus grand buveur de bière à la fête de la bière à Munich, ça compte pas. Ah, dommage. Voilà. Ah ouais, moi aussi, j'ai 2-3 records, pas sur l'alcool, mais sur d'autres trucs voilà. Donc, malgré tout, même dans ces définitions qui sont plus larges, en fait, malgré tout, la mesure est nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. Et du coup, on a deux visions de ce giftedness. Soit c'est un potentiel, et le fait que nous appelions ça haut potentiel intellectuel en France dit quel choix a été fait. Et en Allemagne aussi, si j'ai bien compris, dans d'autres pays européens. Et même d'autres pays d'Asie, notamment Hong Kong, Chine, où j'ai pu trouver une ou deux études, c'est un petit peu la même chose. Mais en fait, c'est pas moi qui suis en train de dire nous avons choisi ça. Le fait que ça s'appelle haut potentiel intellectuel et pas surdoué en France, j'étais un bébé chercheur. En fait, je pensais même pas devenir un chercheur quand ça a commencé à être... Ceci étant, je suis toujours un bébé chercheur, je suis que doctorante. Mais on a commencé à parler de ça dans les années 2000. Donc, le choix, par le terme, il se fait. Donc, en France, on a fait le choix que François Gagné fait aussi. Il considère le surdon justement comme le potentiel, et puis après il étudie dans son modèle de quelle manière il peut interagir avec d'autres choses pour devenir un talent. Mais nous avons fait, puisque nous l'appelons haut potentiel intellectuel, le choix finalement de Terman. C'est un potentiel, donc il faut le mesurer, parce qu'un potentiel c'est gentil, mais ça implique une mesure. Et dans d'autres définitions, notamment dans celle que propose Subotnik, c'est un résultat finalement, le surdon.
C'est quelque chose que je peux observer à travers les réalisations d'une personne. Alors comment est-ce qu'on peut prendre par exemple la définition de Subotnick, je ne sais pas par qui elle est appliquée, par qui elle est prise, comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur une étude de 300 personnes? C'est ça. Mais justement, vu que malgré tout, il n'y a pas de définition consensuelle, ils l'ont proposé, mais il n'y a pas de consensus. J'ai l'impression, et là je vais rester hyper humble justement parce que voilà, je débute dans la recherche, donc je vais exprimer un point de vue et pas une vérité, que justement le fait qu'après Terman on soit parti un peu tous azimuts, mais pour aider des enfants, je suis d'accord, c'était pour essayer de leur proposer des choses. On a appris à faire du vélo avant d'apprendre à marcher. Et que quand je trouve que 83 études, et encore, il y a beaucoup à dire sur ces études au niveau de leurs limitations, je me dis qu'on est allé trop vite et qu'il aurait fallu d'abord bien étudier ce que faisaient les QI élevés, et peut-être après en déduire un modèle, en déduire, etc. Donc qu'on en ait eu besoin sans qu'il y ait suffisamment de preuves, etc. En sciences de l'éducation, je peux le comprendre. Il faut aider les gosses et il faut les aider maintenant. Donc ça, je peux le comprendre. Mais au moins dans l'étude des adultes, je sais pas quoi, je comprends pas que on n'ait pas encore plus d'études justement pour pouvoir dire ok, et du coup qu'est-ce qui marche, quand est-ce que les talented se recoupent avec les IIQ, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les gifted, etc. Voilà, et on se sent encore obligé aujourd'hui d'inventer des nouveaux termes, des nouvelles pathologies, etc. Voilà. Mais bon, après en même temps, on est dans les sciences humaines. Exactement. En même temps, il faut l'accepter aussi. Ça fait partie de la manière dont la science se développe, avance, réfléchit. Les gens s'engueulent entre eux, etc. En respectant la personne de l'autre, je veux dire. Bien que quand on lit ce que Binet écrivait sur Galton, on se dit que franchement, on a fait des progrès. J'ai lu un texte de Binet qui parle de Galton, parce que Galton pensait qu'on pouvait mesurer l'intelligence par des temps de réaction, des choses comme ça. Quand Binet écrit sur Galton, c'est ok. Voilà, pour les mots doux de Binet à Galton, j'espère que Nathalie Boisselier les retrouvera, parce que ça me dirait bien de les lire sur le podcast. Le mois prochain, le 16 septembre exactement, on attaquera enfin le vif du sujet dans la partie 2 de cet entretien avec Nathalie Boisselier, la fameuse étude sur la sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel. Faites-vous plaisir, likez, partagez, avisez ce podcast si ça vous a plu, sportez-vous bien, intensément, c'est le podcast Divergent.